déjà arrivé, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit le hasard, ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et genre, ça m'a beaucoup percuté. Là, si c'est pas un signe, quand même. Ouais. T'es déjà rentré, toi, dans un confessionnal? Oui. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Mais j'ai jamais fait de confession dans un confessionnal. Mais je suis déjà rentré dans la boîte là. Genre faire un cache-cache dans l'église quand t'étais plus Exactement. jeune. Ça m'est déjà arrivé. Et ben donc pour le coup, aujourd'hui, c'est la première fois que tu rentres au confessionnal avec un curé. Et ouais, c'est la première fois. Et je vois au-dessus de ta tête déjà qu'il y a l'auréole. Purée, mais... Je savais bien quand t'as 8 ans, j'invite pas n'importe qui. Bah ouais, c'est qu'avec un prénom comme celui-là, enfin François Joseph, on dirait, si tu me permets, la pancarte d'en haut d'un lycée privé catholique, tu vois. C'est vrai que ça fait très très catholique. Je voulais que ça reste entre nous, François Joseph, mais apparemment tu m'as balancé. Ah pardon. Non mais t'inquiète, pas de problème. On cuttera si tu veux. Non, t'inquiète, là, c'est bon. Non mais tout le monde me connaît sous le nom de Franjo. Et c'est vrai que, ouais, en fait, quand ils découvrent que c'est François Joseph, le mythe s'écroule, quoi. Des fois, c'est lourd à porter, un prénom comme ça? Non, non, ça va, non, c'est pas lourd à porter. C'était très long à la base, mais c'est surtout que je me reconnaissais pas, les gens voulaient m'appeler François ou Joseph, et je me reconnaissais pas dans un des deux, en fait. C'était François Joseph ou rien, quoi. Donc en fait, ton nom de scène, tu l'as déjà depuis un bout de temps, quoi. Bah ouais, tout le monde m'appelait Franjo déjà depuis que j'ai 5-6 ans, je pense. Est-ce que tu dirais que t'es de ceux qui croient que tout ce qui nous entoure, c'est pas le fruit du hasard? Il y a un truc assez fou, quand on voit que tout ce qui existe là, on a tendance à croire que c'est tellement bien fait que c'est pas le fruit du hasard. Ça, c'est un peu la théorie du dessin sacré, comme on dit, oui. où on se dit que voilà, c'est pas possible que ce soit fait juste par un enchaînement de hasard, quoi. Et donc, c'est pas idiot de se dire que si c'est aussi bien fait et tout ce qu'on vit et c'est aussi beau, c'est grâce à quelque chose, une puissance supérieure, quoi. Ça te paraît cohérent, quoi. Cohérent, ouais. Presque logique. C'est tout aussi probable de penser qu'il y a quelque chose que de penser qu'il n'y a rien. C'est une croyance en soi de penser qu'il n'y a rien. Exactement. Ouais. Ça, je le dis souvent dans des funérailles. Les gens, ils sont un peu au fond du trou et je me dis, mais comment ils vont prendre le beau prêche de monsieur le curé, là? Est-ce qu'ils vont se dire que c'est des contes pour enfants ou quoi? Et je leur rappelle ça. Je leur rappelle, mais que vous portiez cette confiance ou que vous croyez qu'après, c'est le néant, c'est juste fini, quoi. Et bien, dans tous les cas, vous êtes dans de la croyance. On peut pas le mesurer, ça. Non, c'est clair. Donc, il faut le reconnaître. Ouais. Et après, on choisit le chemin qu'on veut. Bah ouais, parce qu'en fait, être pragmatique, finalement, croire qu'il y a quelque chose, c'est pragmatique aussi au final. C'est tout aussi pragmatique, donc c'est bizarre de juger les gens qui ont une croyance, puisque ne pas croire, c'est une croyance aussi. Enfin, tu vois. Ah, j'aime beaucoup, carrément. Je me souviens une fois, c'est Val, le rappeur, qui avait une très longue tirade où il expliquait comme ça, allez, chacun choisit. S'il y en a qui veulent croire que tout ça, c'est juste le fruit du hasard, que c'est du non-sens, etc. Moi, au contraire, j'ai envie de croire que ça a du sens, que c'est beau, que c'est réfléchi et que c'est pour nous amener à du mieux, quoi. Et alors pour le coup, comment t'en es venu, toi, au monde du spectacle, à l'humour en particulier, et à aussi bien des fois dénoncer quelques sujets de société qu'on voit régulièrement aux infos? J'ai rapidement compris que ce que je voulais, c'était faire rire les gens. Je savais pas comment. J'en suis venu sur scène, petit à petit. Dernièrement, il y a eu un virage parce que avec le Covid, je trouvais qu'on vivait quand même quelque chose de difficile. Et donc c'est vrai que je me suis un peu découvert l'âme du porte-parole des gens qui en avaient marre des mesures incompréhensibles et inapplicables qu'on vivait tous les jours. Et donc c'est vrai que pendant le Covid, j'ai beaucoup marqué les gens là-dessus, notamment avec les contrôles de confinement, port du masque. Et donc les gens m'attendaient là-dessus. Et puis j'en ai profité aussi pour élargir un peu le répertoire, dénoncer un peu d'autres trucs qui m'ont un peu agacé, comme l'éducation nationale, ou voilà, des choses comme ça qui me tenaient à cœur. C'est vraiment des trucs sur le système que je m'apprête à tourner, etc. Pour répondre à ta question, comment j'en suis venu là? À la base, je voulais faire rire les gens, tout simplement. Mais en fait, faire rire et en même temps dénoncer des trucs, c'est venu après, par la suite, mais je pensais pas faire ça au début, quoi. Ah ouais, et là, c'est des choses qui m'amusent parce que j'aime bien, ça me soulage, etc. Enfin, que je trouve ça cool, faire passer un message intéressant. Mais à la base, je voulais pas faire quelque chose forcément avec un message, quoi. Je me souviens que t'as osé aussi des fois faire des blagues un peu sur le monde du politique, de ce qu'on avait comme choix de vote et tout. Et tu testes, et en fait c'est bon parce que ça nous bouscule des fois dans nos convictions, et je crois que c'est hyper grandissant en fait ce que tu fais. Et ça doit être épanouissant en même temps de sentir comme ça que tu fais doublement du bien aux gens. Tu leur donnes le smile et tu les élèves un petit peu par la réflexion. Alors, il y a deux réactions. Il y en a aussi qui se braquent, hein, qui vont... ça j'imagine. Surtout sur Internet. Oui, parce que quand on va loin, bizarrement, soit on est traité d'ultra-gauche ou de fasciste. Et donc, c'est vrai, juste parce qu'on va loin dans les réflexions ou qu'on ose faire des blagues sur tel ou tel sujet, ou qu'on dénonce le politiquement correct, c'est quand même mal reçu par une partie de la population. Donc il y a quand même une partie des gens qui sont pas clients en fait de ce genre d'humour, quoi. Ça peut arriver, moi, de me rater, hein, d'avoir interprété des choses qui... Mal interprétées
interprété ou surréagi ou surinterprété, dénoncer des choses qui sont finalement, peut-être je suis à côté de la plaque, ça peut m'arriver, il y a certainement des vidéos où je me suis trompé. Et quand je vois que c'est plus ou moins bien reçu, je sais que si j'ai été pertinent ou pas, quoi. Il y a des fois où j'ai été vraiment pertinent et du coup c'est hyper bien reçu par une grande majorité des gens et je le vois parce que les gens aiment et j'ai énormément de retours. Et si je me trompe, forcément ça parle moins aux gens. Et là je sais que peut-être j'ai été moins pertinent sur le sujet, quoi. Surtout toi qui te donnes beaucoup à voir par les vidéos que tu as fait depuis le confinement sur YouTube et tout, vu que tu oses des trucs un peu différents, une vague de haters sur certaines vidéos phénoménales, quoi. Enfin, j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit énormément, qui cherche à les calmer, quoi. Voilà, c'est ça. Ou qui s'insultent, quoi. Ah oui. Ouais, voilà. Et finalement, les haters, moi ça me donne de la visibilité. C'est pas vraiment des haters, c'est des gens qui m'encouragent sans le savoir, quoi. T'en as déjà rencontré en vrai qui t'ont dit, par exemple, à la sortie d'un spectacle ou en te rencontrant dans la rue, non mais vous avez pas honte de faire des blagues là-dessus ou... Jamais. Ah, tant mieux. Jamais, je pense que c'est vraiment des gens qui, puisqu'ils sont couverts par l'écran interposé, souvent, hein, je pense que la moitié des commentaires, c'est des gens qui pensent même pas ce qu'ils disent, quoi. Qui veulent faire un commentaire méchant parce qu'ils ont une haine sur le moment, et puis finalement, c'est pas si... Ils le pensent même pas, quoi. Il y avait un film, il y a quelques années, justement, qui devait s'appeler Haters ou quelque chose comme ça, et c'était l'histoire d'un YouTuber qui allait voir chacun de ses haters. Et justement, ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis, de cette barrière de l'écran qui permet à certains d'avoir une audace et tout. Ça désinhibe à mort. Imaginons qu'un jour, t'en rencontrais un, tu lui dirais quoi Un hater ? Ouais. Ça dépend ce qu'il me dit, mais tant qu'il me frappe pas, moi je le laisse... Moi je rigole énormément, enfin, je vais être d'accord avec lui, avec beaucoup d'autodérision, quoi. Il me dit t'es pas marrant, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, mais t'as raison. Tu veux, mais je m'en fiche de savoir que toi, ça t'a pas fait rire. C'est pas ça le but. C'est quoi une vidéo ou c'est quoi être marrant en fait ? C'est tellement subjectif. C'est quoi le succès aussi ? Parce que est-ce que c'est les chiffres ? Est-ce que ce qui marche est vraiment bon ? Ça, c'est deux choses différentes. Est-ce que ce qui plaît est vraiment bon ? Donc les haters, ça veut rien dire. Au final. C'est intéressant ta réflexion sur le succès, c'est que depuis le Covid, tu t'es connu par un public toujours plus large, tu as vraiment de plus en plus de fans. Comment tu définirais aujourd'hui, à 33 ans, Franjo, le succès ? Enfin, c'est quoi ce à quoi t'aspires et qu'est-ce que tu penses qui te rendra heureux dans ton présent et puis dans les nombreuses années à venir ? Je pense que tu as donné la réponse dans la question, c'est justement être heureux, quoi. C'est ça le succès. Enfin, on s'en fout de réussir si on n'est pas heureux. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, après. Hein. Je cherche pas le succès, moi je m'en fous d'être connu. Je veux pas être le plus riche ou le plus connu, je veux être le plus heureux. Et c'est ça qui me différencie des autres, quoi. C'est ça. Je pense. Et je crois que vraiment, ouais, enfin, avoir une vie réussie, enfin, c'est avant tout avoir une vie heureuse. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il y en a qui vont plus réussir leur vie en étant beaucoup moins connus ou beaucoup moins riches que moi. Enfin, c'est sûr, quoi. C'est ça le succès. Et justement, aujourd'hui, tu parles de ces gens qui ont des fois des conditions de travail un peu difficiles. On est dans une actualité qui est toujours angoissée entre les nombreuses crises qui existent ou qu'on nous prophétise pour demain. Toi, tu penses c'est quoi la plus grande urgence pour notre génération aujourd'hui et encore plus pour celle qui a 15-20 ans ? La grande urgence, c'est la désintoxication des réseaux sociaux. Ah ouais ? Pour moi, c'est ça, on se rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose qui nous rend pas heureux, quoi. C'est un poison. Enfin, je pense que plus on passe de temps sur les réseaux et moins on est heureux, quoi. C'est pas un paradoxe pour toi qui, justement, a été sûrement complètement paradoxal. C'est complètement paradoxal. Oui, c'est ça, c'est que moi, je gagne ma vie grâce à ce truc que j'estime comme étant un poison pour les gens. Mais je m'en sers pour gagner ma vie. Alors que je suis en train de dire aux gens, arrêtez de consommer les réseaux sociaux parce qu'on passe à côté de la vie, quoi. T'es un cigarettier. Hein ? T'es un cigarettier, un vendeur de mort, tu le sais. Ouais, je crois que... Mais c'est terrible, mais je crois que je suis ça, ouais. Je suis un vendeur de mort. Après, je pense que c'est comme tout, hein. Tout est une question de limite, je pense. Que à petite dose, etc., why not ? Mais c'est quand même quelque chose qui est en grande majorité consommé sans modération. Enfin, qui est trop consommé, quoi. Quand je vois des gens, ils sont 4 heures sur Instagram. 4 heures, t'es comme ça, enfin, je me dis, mais t'as fait quoi de ta vie, quoi ? Elle est très belle, ton humilité de reconnaître que c'est quelque chose qui nous bouffe, que en même temps, t'es un acteur de ça aussi, c'est à la fois très beau, et bien sûr, comme toi, je suis assez convaincu qu'on peut sûrement en avoir un usage modéré. Alors maintenant, vu que c'est quand même les meilleurs pour nous rendre addicts à leur truc et tout, c'est bien là le problème, et on se fait bouffer nos journées entières si on fait pas gaffe, quoi. Ouais, c'est clair. Je me serais pas attendu à ce que quelqu'un qui vient du monde des réseaux sociaux dise ça. Il y a un truc sur lequel faut que je réfléchisse. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, donc, tu es sur les réseaux, notamment YouTube avec toutes les vidéos que tu fais et qu'après tu décuples sur Insta, TikTok, etc. Tu es en spectacle à l'Apollo, ailleurs aussi ? Oui, en tournée pas mal, ouais. À l'Apollo, je fais des exceptionnels ou je joue dans d'autres... Enfin, peut-être je joue dans d'autres théâtres, mais pour l'instant, je suis sur Paris, ouais. Vers quoi tu imagines aller les prochaines années ? J'avais pensé à écrire un film, un long métrage. Déjà, je fais un court métrage pour l'année prochaine que je vais tourner dans pas longtemps et que j'ai envie de diffuser au Grand Rex. Genre comédie, drama ? Ouais, genre comédie, ouais.
Ouais, comédie, pure comédie, sans message, etc. Mais un court-métrage, avec un peu plus de budget, etc. Et diffusion en grand règle, je trouve ça assez marrant, tu vois. Carrément. Après, il faut réussir à la remplir. Et donc, il y a ça. Et puis ensuite, ouais, j'aimerais bien écrire un long métrage. Ouais. Ce serait bien, ou un deuxième spectacle, je sais pas trop. Faut que je fasse le point sur ma vie dans pas longtemps. Là. Ouais, le cap des 30 ans vient d'être passé. Ouais. Ouais. Pour le coup, un long métrage, c'est l'idée du long métrage ou c'est que tu as déjà tout un petit scénario J'ai des pistes en fait à exploiter, ou une série. Ça, série, c'est plus concret en termes d'écriture, mais j'ai des pistes à exploiter, il faut que je fasse le point là-dessus pour savoir vers quoi. C'est des choix qui sont hyper engageants et que je peux pas tout faire, quoi. Si je choisis une série, le long métrage il arrive 3 ans plus tard, quoi. Enfin, et si je fais le choix d'un deuxième spectacle, qu'est-ce que je fais après? Enfin, c'est des choix qui sont hyper engageants et donc il faut que je fasse le point sur ma vie quand ça va se calmer là en été pour savoir vers où je vais, quoi. Tout à l'heure, on parlait de cette dimension de foi, de confiance, se dire qu'après tout, c'est pas si logique que ça, que le monde qui nous entoure, il ait pu être créé par une entité, on l'appellera Dieu. T'as une idée un petit peu de à quoi ça pourrait ressembler le après? Après le grand passage. Exactement. Le grand passage. Ouais, le grand passage. Ma mère est très croyante. Ouais. Donc elle m'en parle souvent. Elle me dit, tu verras, le paradis c'est magnifique, il y a des grands arbres. Voilà, elle me un peu décrit ça comme la terre avant que les hommes fassent n'importe quoi dessus, quoi. Le jardin d'Éden, voilà. tel qu'on l'imagine dans son décor sublime. Oui. Voilà, c'est ça, avec la nature intacte. Et donc en fait, malgré moi, parce que je n'ai jamais vraiment pensé, c'est un peu cette idée-là que je me fais de l'au-delà, entre guillemets, c'est donc un endroit où on aurait un corps sans problème, avec un entourage sans problème, et tout est sans problème, quoi. Tu dis qu'elle est croyante, qu'elle, justement, elle te le dessine, elle te le donne à voir régulièrement parce qu'elle t'en dit. Elle a déjà vécu peut-être des petits signes de l'au-delà ou toi-même peut-être Tout le temps elle a vécu. Ah ouais? Tout le temps, Elle a une dimension un peu mystique, quoi, t'as vu? Ouais, elle parle tout le temps à Dieu, à ses anges gardiens, etc. Voilà. Et toi, t'as déjà Elle consulte vécu régulièrement. un curé ou autre chose? Non, cela ne nous regarde pas. Non, elle est beaucoup, elle dialogue beaucoup comme ça, elle parle beaucoup. Toi, pour le coup, t'as déjà vécu des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire où tu te dis, mais là, c'est pas de la coïncidence, là, il se passe quelque chose, quoi. Alors, je saurais plus, mais je sais que ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit le hasard, ça. Même dans l'ordinaire de tes spectacles, vu que t'as quand même beaucoup d'impro, d'interaction avec le public, il doit se passer des petites pépites, quand même, certains soirs. Ouais, alors là, vraiment le côté professionnel, pour moi, je le distingue un peu du sacré, entre guillemets, parce que j'arrive pas à lier les deux, parce que je me dis, c'est le professionnel, etc., donc je me dis pas, je suis pas en train de prier pour qu'un spectacle se passe bien, quoi. J'en prends la responsabilité, s'il y a un bide, c'est pas la faute de l'entité supérieure. Ah oui, il y avait ma mère qui me disait cette phrase, qui me disait souvent, alors tu sauras peut-être qui dit ça, parce que moi, je sais plus qui, et ça doit être un apôtre, ou un journaliste de l'époque, qui disait, à quoi ça sert de gagner le monde si t'en viens à perdre ton âme? Et souvent elle me dit ça. Et je me souviens, je vais à Parelmonial, qui est donc où j'avais joué d'ailleurs un spectacle, enfin une partie de spectacle à Parelmonial, après l'adoration d'ailleurs, c'était drôle. Parelmonial, hein, donc c'est cette abbaye qui se trouve au milieu de la Bourgogne, là, voilà, ça, un lieu qui a un rayonnement spirituel où on se réunit tous avec des chaussures bateau et des... pas que. Et des polos Ralph Lauren. Et non, on est donc 3000 catholiques là-bas, et je joue donc ce spectacle, etc. Et ma mère me disait souvent cette phrase, et je devais aller prendre un papier avec une citation dessus, et je tombe sur cette citation. Je me dis putain, c'est ouf. Et là, si c'est pas un signe quand même. Ouais, non, ça c'est un signe, tu vois. Magnifique. Et donc ça m'a beaucoup percuté. Mais j'ai gardé ce papier et je me souviens, et je l'avais perdu, je sais plus où est-ce que je l'ai mis et tout. Et à un moment, je suis au Brésil, il y a quelqu'un qui fait le ménage dans ma chambre d'hôtel et elle me remet le truc que j'avais perdu sur la table comme ça, le papier avec marqué à quoi ça sert, machin, et je tombe dessus. Je me dis mais qui se fout de ma gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et genre ça m'a vraiment impacté en train de me dire mais c'est genre oublie pas à quoi ça sert de gagner le monde si t'en viens à perdre ton âme. Et en fait cette phrase je la trouve tellement puissante, quoi, enfin tellement réelle, et on peut l'appliquer à tellement de carrières et de gens que je trouve qu'elle est vraiment forte. Je sais pas qui l'a dit. Mais c'est pas un journaliste de l'époque, hein. C'est The Influenceur. Ah, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ah bien sûr. D'accord. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Okay. Et tout à l'heure, je vais t'en faire piocher une petite parole de si Dieu. Si on tombe dessus, je fais une donation à la paroisse de Père Mathieu de 5 €. S'il te plaît.
assistance. Il a oublié un K derrière. Mais là, tu nous offres quand même un magnifique signe. Et des petits clins d'œil comme ça, il y en a régulièrement. Nous, parmi les gâteaux, on appelle ça des clins d'yeux, quoi. Tu vois, bon, il y a les petits jeux de mots et tout, c'est notre côté humour. Ah oui. Et non, franchement, il est magnifique ce signe. Et surtout, elle est hyper profonde, comme tu dis, cette phrase. Mais alors toi, tu la reçois comment? Elle a un petit côté un peu moralisant aussi. À quoi sert de gagner le monde si c'est pour se perdre soi-même? Comment cette parole que tu reçois, elle prend forme dans ton cœur? Je pense qu'elle est assez limpide quand même. Hein. C'est à quoi ça sert de tout déchirer sur les réseaux, de tout déchirer, de remplir des salles, etc. Machin, si t'en viens à faire n'importe quoi, à être une mauvaise personne, quoi. Et à ternir ton âme, quoi. Enfin, pour moi, c'est quand même... je sais même pas s'il y a besoin de l'expliquer. C'est que pour le coup, dans ce que tu expérimentes aujourd'hui, il y a des fois où tu t'es dit « non, si je vais sur ce chemin-là, je me perds, je suis pas ajusté par rapport à celui que je veux être. » ou... Bah ouais, c'est clair. Je pense qu'on a toujours... On a souvent ce choix-là quand même, de se dire ok, bah, ça va peut-être être successful entre guillemets aux yeux du monde et de la société, alors qu'en fait ça va me rendre malheureux et ça va rendre malheureux les autres et ça va me rendre mauvais quoi. Au lieu d'aller vers un truc qui, aux yeux des gens et de la société justement, c'est moins encore une fois successful, sauf que en fait ça te rend plus heureux et ça rend plus heureux les gens quoi. Je pense qu'on a souvent ce choix-là. C'est beau parce que vraiment j'ai l'impression que c'est presque la troisième fois que tu me redis que c'est ton leitmotiv, ton souhait premier quoi, de rendre les autres heureux, de leur offrir le sourire quoi. Ouais. Ben, en fait, quand tu rends les autres heureux, finalement, tu te rends heureux aussi, donc c'est hyper égoïste, parce que c'est égoïste parce que quand tu rends les gens heureux, c'est pour toi aussi que tu le fais, quoi. Mais moi, je suis convaincu que les égoïstes triompheront, et pas parce qu'ils vont asservir les autres, mais parce que si je veux être pleinement heureux, et qu'il y a une personne qui galère au pied de ma porte, qui est dans la misère ou quoi, mais ça atteint mon propre bonheur, donc parce que je veux être pleinement heureux, bah il faut que je travaille le bonheur de ceux qui m'entourent. Ouais, sinon, je serai toujours à un degré inférieur que ce que je prétends. C'est vrai. Si tout le monde percevait ça fait du bien d'entendre ça. C'est que j'imagine qu'en plus, quand t'es touché des sujets un petit peu touchy, qui peuvent être mal compris par certains et tout, il y a des fois où sûrement que tu dois te dire, est-ce que j'ai pas franchi les limites? Là, je travaillais à les rendre heureux, épanouis et tout, et pour le coup, là, j'ai raté mon truc. Ça t'est déjà arrivé, toi, de peut-être regretter dans des choses que t'as donné à voir, ou même de retirer une vidéo ou... Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de regretter des blagues, oui, parce que c'était pas bien pris et du coup j'ai pu heurter des gens, donc je les ai enlevés parce que de toute façon c'est pas de l'humilité, c'est juste que les gens rigolent pas, donc bon bah voilà, enfin vous rigolez moins, et donc voilà, oui, ça m'est déjà arrivé, oui, je pense que de toute façon avec le métier qu'on fait d'humoriste, on est quand même assez obligé d'avoir une remise en question, parce que sinon on fait des blagues qui marchent pas quoi. Parce que ça arrive souvent qu'on trouve des choses drôles et puis en fait on les dit en public puis c'est pas marrant quoi. Tu disais justement tout à l'heure que tu mélanges pas trop entre ta vie intérieure, personnelle et ce que tu vis le soir quand tu es sur scène. Tu as déjà fait sur scène de l'humour sur la foi, sur les pratiquants? Sur les catholiques, oui, j'en parle au début de mon spectacle parce que je présente ma sœur qui faisait des retraites en silence, etc. Mon pote catholique, mon pote prêtre aussi, j'ai un pote prêtre, voilà, qui s'appelle Maximilien Maurice, qui peut-être s'il tombe dessus... La bise, Max. Donc oui, j'ai des choses à raconter par rapport à ça, j'en parle un peu. C'est vachement drôle dans ton spectacle, le rapport que t'expliques avec ton pote prêtre, parce que moi je suis sûr qu'il y a plein de copains, quand on avait 15 ans, 16 ans, ils imaginaient pas que j'en serais là 20 ans après. Oui. Et en fait, on a une telle complicité et tellement de trucs, on retombe sur le mot paradoxal que tu évoquais tout à l'heure, tu vois. C'est incongru de vivre ça avec un prêtre et tout, et en fait, non, c'est mon pote d'enfance, donc c'est normal, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'il y a une proximité, et en fait, les gens, quand on devient un prêtre, on a un statut aux yeux des catholiques, donc on a une sorte de parce que c'est un peu impressionnant. Bon, une distance, des fois. Une petite distance, comme on se dit, c'est quand même un homme d'église, alors que le pote d'enfance, lui, il a pas ça quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose, puis d'un coup on sait pas trop, il faut dire, mais moi mon pote Max qui est prêtre, j'arrive pas trop à le voir comme un prêtre quoi. Enfin c'est mon pote quoi. Oui, c'est ton pote avant. Donc j'ai un peu de mal à... Mais je sais que c'est un prêtre, mais j'ai deux facettes quoi. Je me dis c'est Max, mais en même temps c'est le prêtre quoi. Et pour le coup, tout en préservant la discrétion de la vie de Max et tout, mais t'as des anecdotes surprenantes de ce que t'as pu vivre avec celui qui est avant tout ton copain d'enfance, mais qui aujourd'hui est prêtre, de ce que vous aujourd'hui vous avez pu faire. On se tapait dessus, on s'est battu quand on était plus Depuis qu'il est prêtre? Non. Ah oui, non. Mais depuis qu'il est prêtre, des trucs rigolos un peu hors normes que les gens n'auraient pas imaginé. Non, parce qu'en fait, c'est une vie qui est tellement, il est tellement occupé. Quand t'es prêtre, on dirait pas, mais je croyais que quand t'étais prêtre, t'étais dans une église. Travaille que le dimanche matin, c'est bien connu, pendant 1h30, tu vois. On s'est beaucoup chamaillé quand on était petits, on se tapait dessus et tout, c'était drôle, et maintenant c'est plus possible, quoi. Sinon, je vais en enfer. Non, sinon
tu viens au confessionnal, Voilà. tu vois, et puis on parle de ce qui abîme ton cœur, qui Exactement. l'agrandit, qui le culpabilise, et avoir un copain prêtre, ça doit être rigolo. Enfin, surtout quand on s'y attendait pas forcément, quoi. Attends, est-ce qu'on s'y attendait pas? Et je crois que lui, il l'a su assez jeune. Mais c'était ouais, un ami de la paroisse, quoi. Enfin, quand j'allais à la messe, je le voyais tout le temps. C'est que toi, donc jeune, t'étais assez pratiquant. Enfin, c'est une question que tu t'es jamais posée, toi, d'être prêtre? Moi, j'avais peur d'être prêtre. Ah ouais? Enfin, j'avais peur d'être appelé, tu vois ou pas? Bah, Quand- le fameux appel de Dieu. Exactement. Je lui ai dit, pourvu, j'ai pas de réseau. Non, mais en vrai, j'avais vraiment peur de ça, tu vois. Parce que je me dis, si je suis appelé, c'est mort. C'est mort à quel niveau? Ben, genre, je suis obligé d'y aller, tu vois. Parce que c'est là où il est le bonheur. Et moi, dans ma tête, je dis, non, non, je veux pas ça, je veux pas ça. J'avais une phobie de l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qui te faisait peur dans cette vie-là? De loin, ça me faisait peur d'être prêtre, quoi. Enfin, je voulais pas être prêtre, j'avais peur de ça. C'est la vie sans femme, sans enfant? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est ça, en premier? Ouais. Parce que j'avais vraiment un objectif, c'était de fonder une famille, quoi. Et là, j'ai toujours pas de meuf, mais ça va venir, quoi. Ça va, t'as encore pas un peu de temps. toujours différents. On n'est pas tant différents que ça, finalement. Et qui sait, et puis il est pas trop tard pour devenir prêtre. Hein, Tu n'es pas trop tard pour devenir prêtre. Putain, J'ai un j'imagine. qui rentre au séminaire à tout âge. Ah ouais? Franchement. J'ai vécu l'ordination, donc c'est le jour où il y en a un qui devient prêtre. Il avait 62 ans, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Il est devenu prêtre à 62 ans. Donc, il donc a là, je même peux eu... faire ma life et tout, jusqu'à 50 ans. Et après, je peux dire... Bah, ouais, fais ta life, reconversion. mais essaye de toujours l'attendre, comme tu disais si justement avant, vers Ouais. le bonheur. Parce que D'accord. c'est vrai que des fois, on succombe à certains plaisirs, mais c'est pas forcément ce qui nous upgrade Ce qui nous élève. en bonheur plus, quoi. Donc, D'accord, je vois, ouais. Mais non, Donc ouais, là- je crois là, qu'il n'y a je pas crois d'âge que pour rentrer au séminaire. D'accord. On n'oubliera pas de te donner le RIB de la paroisse pour quand tu vas piocher le verset de la Bible. Mais je crois que le signe, il serait là quand même. Si tu retombes sur ce papier, Il faut que je sois prêtre. c'est qu'il y a sûrement... Bah, il a un appel. Après, qu'est-ce qu'il te dira au téléphone, ça, je sais pas, mais sûrement un petit truc à imaginer. On parle comme ça de choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ce serait quoi pour toi le truc que tu rêverais absolument de faire avant d'arriver là au paradis? Vraiment... Ton rêve, tu vois. c'est pas très profond, hein. C'est, On est juste dans un confessionnel, donc parle Oui. pas trop de péché tant qu'à faire. Non, non, pas parler de... J'aimerais bien... Je suis un passionné de surf depuis 3 ans. Et j'aimerais bien prendre un tube avant mon pote Tristan, qui est un pote, enfin un de mes meilleurs potes, tu sais, un tube qui me recouvre bien complètement. Voilà. Idéalement à Tahiti ou quelque chose comme ça. T'es déjà allé surfer un peu Ouais, à l'autre bout du monde? je suis déjà allé à Tahiti et donc j'avais pas le niveau pour prendre le tube, puis je me suis pris des gamelles. Mais si un jour si j'ai la chance de prendre ça, c'est vraiment un truc que je veux faire avant de mourir ou en mourant parce que c'est très dangereux. C'est un peu ce que j'allais dire, c'est pas le genre de truc où t'es sûr de sortir indemne, quoi. Bah, tu te fais... Non, ça va. Franchement, ça va. Mais tu peux te faire mal. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire avant de mourir, c'est prendre un tube. Carrément, bah, je te le souhaite. Mais comme tu dis, de ne surtout pas mourir. Ouais, pour le faire. Ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de la famille. Tu parles aussi de ta sœur dans le spectacle, de ton Ouais. papa. Enfin, c'est une valeur qui est très chère, quoi, pour toi. Ouais, la famille, ouais. Pour moi, ça a vraiment été un noyau, une sorte de... C'est encore pour moi un port d'attache. J'y vais toutes les semaines, je rentre dans ma famille. Dimanche, lundi, c'est mon jour Melun avec ma famille. Et donc, j'aime beaucoup rentrer pour voir mes parents, et ma sœur, mon frère, etc. C'est super important pour moi. Et toi qui veux travailler à rendre les autres heureux, j'imagine que ta famille aujourd'hui, elle doit être hyper fière, hyper heureuse de voir celui que tu deviens. Pas tout le temps, hein, mais ça tout va. Ta mère, elle a des fois des remarques au marché de la part de copines qui t'ont vu et qui n'ont pas trop apprécié. Non, bah ma mère, elle me dit, ah, c'est bien, ta dernière vidéo, etc. Et puis Maxime Gasta, je dis, c'est pas moi, tu vois. Mais elle a du mal à suivre qui. Non, ils sont évidemment très fiers. Ma mère joue dans mes vidéos. Ah oui Ouais. Ah, je l'ai jamais repéré. Ah ouais. Il faudra que tu me montres laquelle c'est. Elle a joué dans plusieurs vidéos, elle joue le rôle d'une prostituée véridique. Donc, et elle adore. C'est là qu'on voit que t'as un niveau d'humour, c'est beau. Non, mais c'est vrai, elle est très catholique, hein. Mais ça l'amuse de jouer. Elle est trop forte. Ouais, elle est très très forte. Il y a une scène où j'arrive, et je suis censé aller voir les prostituées, et je la vois, je dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Ah mais oui, en plus, ah c'est elle. Ouais, c'est elle. Truc de ouf. Ouais. Maman? Bah faut bien que je t'achète à manger, hein. Mais comment ça je t'achète à manger? Mais je vis plus à la maison depuis longtemps, moi. Bon, c'est pour mon plaisir personnel. Moi, quand je t'ai découvert sur Internet, c'était un peu au lendemain du Covid, quelqu'un qui m'a fait une cure de bien, vraiment, parce que il y a un côté addictif avec tes vidéos, quoi. On rentre dans l'esprit du sketch et pendant 2-3 jours, dès qu'on a un temps libre, on en profite. Et en fait, je me rends compte que ouais, si ça marche, c'est que certes, tu me fais rire, tu parles de la vie du quotidien, et je crois que tu en parles avec une grande profondeur. Et peut-être qu'aujourd'hui, je comprends un peu mieux pourquoi. On sent qu'il y a quelque chose
chose qui vibre en toi et qui vibre dans le souci de rendre les autres heureux, mais de faire la vérité quoi, sur ce qu'on vit aujourd'hui et avec cette notion d'équilibre toujours, le succès, mais pas au prix de se perdre, quoi. Rendre les gens heureux, mais en même temps en faisant la clarté. Je crois que à travers ce que tu viens d'échanger sur ta vie de famille, sur ce que tu ressens en toi de foi, de confiance, de croyance, je crois que ça aide un peu mieux à comprendre ton chemin, pourquoi tu vas là. Je te proposerais éventuellement de piocher une petite parole de la Bible. Je suis sûr que dans l'une de tes retraites, il y avait l'habitude de faire comme ça au hasard. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui ? Carrément. Donc c'est quelle phrase sur laquelle il faut qu'on tombe déjà ? C'est à quoi ça sert de gagner le monde quand tu viens à perdre ton âme. Elle est dedans, tu crois ? Franchement, non, je suis vraiment pas sûr. On a une trentaine de versets différents. Et au pire, on fait semblant. Comme ça, on fait le buzz. On est dans un confessionnal quand même. Frère, je le redis, je le redis, ne soyez inquiets de rien. Bon, elle est nulle, celle-là, tu veux pas changer. Mais en plus, elles te correspondront. J'ai l'impression que juste t'arrives à carpe diem, quoi. Tu kiffes la life. J'aime pas trop carpe diem. En tout cas, tu donnes cette impression de pas se soucier. Mais je trouve dans le carpe diem. C'est profiter du moment présent. Tu peux pas toujours profiter. Cueillir le jour, ouais, savoir juste kiffer ce qui est donné, quoi. Ouais, après ça dépend comment tu l'interprètes. Mais en fait, j'aime pas le carpe diem comment on le fait maintenant. Oui, non, si c'est pour aller à tous les plaisirs du monde et tout, je pense pas que c'est ça qui mène au vrai. Tu travailles pas par exemple, t'as plus d'argent, c'est compliqué après de profiter du moment présent quand t'as plus d'argent. Ok, frère, je le redis, ne soyez inquiets de rien. Ouais, c'est bien. T'en veux une autre ? Allez, vas-y, fais un deuxième tour. Je suis sûr qu'on un deuxième tour, parce que ça m'inspire. Une plus inspirante. Je sais pas qui a emballé les trucs, mais en tout cas, il s'est fait chier. C'est toi ? Oui. Ah, ça t'as fait ça bien. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Tu vois, ça, c'est déjà plus complexe. Complexe ? Ou beau ? C'est beau, hein. Mais en fait, il faut le comprendre, quoi. LC 17, 21. Évangile selon Saint Luc, chapitre 17. Verset 21. D'accord. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Tu expliques ça comment, toi ? Et toi ? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est quoi le royaume de Dieu pour toi ? Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose de... tout n'est pas visible à l'œil nu, peut-être ? Ah, ça, j'en suis assez convaincu. Ouais. Et le royaume de Dieu, c'est souvent ce qu'on a pour synonyme du paradis, de la résurrection. Et souvent, les gens, je pense, l'imaginent pour l'après. Après la mort, le grand passage. Mais en fait, je crois que ce que Jésus nous a rappelé avant tout, c'est que le bonheur, il est aujourd'hui, maintenant. Il nous donne tout plein de conseils pour qu'on ait avant tout une vie heureuse. Je pense pas que ce soit des conseils pour qu'on coche tout et qu'à la fin, là-haut, on soit sûr, regarde Saint-Pierre, hein, moi j'ai tout coché, donc moi j'ai le droit d'aller là sur mon nuage en mode chill et tout. Non, je pense qu'il nous offre toutes les clés pour pouvoir dès aujourd'hui goûter cette vie du paradis promis, quoi, ce bonheur qu'il veut nous partager. Et il me semble que c'est ça que redit cette phrase, quoi. Le royaume de Dieu, le paradis, il est déjà là aujourd'hui. Et ouvrez les yeux, les amis, et le bonheur est là à votre portée. Alors pour le coup, c'est à la fois très beau et quelqu'un qui vient de vivre une horreur, c'est inaudible cette phrase. Une mère qui emmène son enfant aux urgences parce qu'il est... Voilà. Mais pourtant, il me semble qu'à travers cette phrase, il y a quelque chose à comprendre de l'ordre de la perception du monde. Il y a certaines catastrophes, maladies, quand on est confronté à ça, bien sûr on est dans la souffrance et c'est normal qu'il y ait cette pulsion intérieure. Mais est-ce que ça n'arrive pas aussi un certain nombre de fois où juste on aimerait que le monde soit différent ? Et en fait c'est ça qui nous ronge, c'est le regard qu'on pose sur le monde qui nous fait être malheureux. Alors qu'en fait si on se rappelait que voilà, le présent est déjà magnifique et qu'on a juste à le kiffer et le faire kiffer aux autres, ça changerait tout. Moi, j'avoue que c'est une phrase qui me parle énormément parce que depuis que je l'ai rencontré, lui là-haut, Jésus, j'ai l'impression que la vie est déjà l'antichambre du paradis. Et bien sûr, il y a des galères de temps en temps et tout, mais putain, qu'est-ce qu'on kiffe, quoi. J'ai dit un gros mot. Pas bête de prendre le truc comme ça et de se dire que la vie est belle malgré tout. Enfin, on a tendance à l'oublier trop, un peu dans le tumulte, tout le temps dans le divertissement, etc. Et on a tendance à oublier qu'est-ce qu'on vit, c'est ouf, quoi. Il me semble que justement tu fais ce travail-là, d'offrir des petits moments d'éternité aux gens. On va à ton spectacle, on voit pas qu'il y est passé 1h30 et en fait juste ça a fait du bien. On était déjà dans un autre état et dans des moments comme ça, comme un super après-midi en famille, comme une soirée avec notre amoureuse ou quoi, et hop, là il se passe quelque chose et on goûte déjà au bonheur, quoi, le vrai avec un grand B. T'es en train de dire que mon spectacle c'est un avant-goût du paradis ? Franchement, je pense. Bon, il y a quand même un petit truc que j'ai moyen kiffé dans ton spectacle. Non, franchement, j'ai pas vu le temps passer, je me suis hyper marré et non, carrément. Allez-y. Merci, c'était gentil. Merci à toi, Franjo, j'ai passé un super moment. Et puis bonne suite. Merci, à bientôt.